simple. En cette année 2026, l'époque du programmons l'algorithme d'abord, on regardera la légalité, voire la létalité juridique ensuite, est révolue. Avec l'ancrage massif du RGPD et l'entrée en vigueur implacable du règlement de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle du 13 juin 2024, je parlerai après de RIA, l'industrie numérique fait face à un changement de paradigme brutal. Aujourd'hui, la donnée personnelle et l'intelligence artificielle ne sont plus seulement des leviers de croissance. Entre deux mauvaises mains, ce sont des actifs juridiquement et financièrement inflammables. Les entreprises l'ont bien compris, c'est pourquoi elles ne cherchent plus de simples techniciens isolés dans leur serveur, ni de purs juristes isolés dans leur code. Elles cherchent des stratèges capables de faire le pont entre le code informatique et la loi. Je reprends ici le titre d'un célèbre ouvrage du professeur Laurence Lessig. Autrement dit, les entreprises recherchent des architectes de la confiance numérique, des DPO nouvelle génération. C'est précisément pour former, n'ayons pas peur du mot, cette élite que nous sommes ici ce soir. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue. Je suis le professeur Xavier Strubel et j'ai le plaisir de vous accueillir à ce webinaire. Alors que vous soyez issu du monde juridique ou de l'ingénierie, si vous êtes connecté ce soir, c'est que vous avez l'ambition peut-être d'incarner ces profils hybrides que le marché du travail recherche. Alors, pendant cette heure de webinaire, nous allons nous efforcer de démontrer comment notre programme, le Master spécialisé de Data Protection Management, a été pensé d'un point de vue académique et aussi opérationnel pour propulser nos participants au sommet de cette chaîne de valeur. Diapositive suivante. Voilà, alors, vous avez le sommaire sur cette diapositive. Une rapide présentation des intervenants. Ensuite, je présenterai principalement, mais aussi accompagné de Fabrice Matatia, le programme. Et puis, nous accorderons un temps substantiel aux échanges. J'espère que vous avez des questions nombreuses. Vous avez un fil de discussion qui vous permet déjà de noter des questions si vous en avez. Alors, commençons par présenter les intervenants. Donc, comme je suis le premier dans la liste, je vais rapidement me présenter. Donc, je l'ai dit, donc, je suis le professeur Xavier Strubel. Je suis professeur de droit du numérique à l'Institut Milité-Com Business School. Je suis docteur habilité à diriger des recherches en droit privé. J'ai publié des livres, des articles dans les champs du droit du numérique, du droit de la propriété intellectuelle et du management. Et ce soir, je suis ici surtout en tant que fondateur du Master spécialisé de Data Protection Management que j'ai le plaisir de diriger avec mon collègue et ami Fabrice Matatia. Voilà. Alors Fabrice, je te présente rapidement et puis tu pourras compléter si tu le souhaites. Donc Fabrice Matatia, donc tu es ingénieur général des mines, ancien élève de l'école polytechnique. Tu es aussi docteur en droit, tu as rédigé une thèse sur les données personnelles et depuis plusieurs années, tu es le DPO, le délégué à la protection des données du ministère de l'Intérieur. Tu es aussi auteur de plusieurs livres de référence, dont un qui est régulièrement mis à jour. Je pense au livre que tu as intitulé RGPD et droit des données personnelles, qui s'appelle désormais RGPD et droit des données personnelles à l'ère de l'IA. Je crois que c'est la 6e édition de ce livre. Et je signale aussi que Fabrice co-dirige la publication d'un code annoté du numérique publié chez LexisNexis. Marie-Josée Promeneur, donc vous êtes juriste de formation et vous suivez actuellement le MSDPM qui en est à sa 9e promotion. Timothée Ponchon, donc vous êtes aussi juriste de formation et vous allez bientôt recevoir votre diplôme. Vous êtes un diplômé de la 8e promotion du MSDPM. Fabrice, Marie-Josée et Timothée, je vous laisse compléter si vous le souhaitez. Donc j'ai dit que je vais vous présenter très rapidement. Voilà, donc vous avez la parole. Je ne sais pas qui veut commencer. Je peux peut-être commencer, ou Fabrice? Alors, volontiers. Donc, on va laisser effectivement Marie-Josée se présenter. D'accord. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis ravie donc ce soir d'être parmi vous. Donc comme Monsieur Strubel l'a indiqué, donc je m'appelle Marie-Josée Promeneur. Je suis juriste en conformité avec une vingtaine d'années d'expérience en droit des affaires.
J'ai récemment orienté donc mon parcours professionnel vers la gouvernance des données, la conformité RGPD et l'intelligence artificielle. Et donc, comme M. Strubel l'indiquait, donc je poursuis actuellement le master spécialisé Data Protection Management à l'Institut des Mines. Et dans le cadre de ce master, donc j'effectue donc mon alternance en tant que juriste conformité. J'appuie également donc l'ADPO qui est donc en poste et je travaille dans un environnement technologique. Le master MS-DPM, pour moi, c'est vraiment une dynamique de transformation parce que ça m'a permis et ça me permet donc actuellement, ayant une formation juridique, de passer d'une approche juridique à une approche beaucoup plus transverse à l'interface du droit, des systèmes et des usages. Mon objectif après l'obtention donc de mon master, bien entendu, c'est de poursuivre dans cette voie et de continuer à évoluer sur des fonctions de pilotage et de conformité avec une dimension, bien entendu, stratégique autour de la data et surtout de l'intelligence artificielle qui me passionne. Merci beaucoup, Marie-Josée. Timothée, est-ce que vous voulez compléter ma rapide présentation de tout à l'heure? Oui, bonjour à tous. Merci, Monsieur Strubel. Comme vous l'avez dit, donc, je suis juriste de formation, plutôt en droit de la concurrence, en droit européen à l'origine. Et aujourd'hui, donc, je suis chargé de conformité au RGPD dans le secteur bancaire. Et comme vous l'avez dit, j'ai été élève de la promotion précédente du Master DPM. J'ai une appétence particulière pour les thématiques de compliance au sens large du terme, vous l'aurez compris, à travers les sujets d'éthique, mais aussi de concurrence et évidemment de protection des données et des sujets digitaux de manière plus globale. Mais je pense qu'on pourra ensuite rééchanger un peu par la suite sur mon appétence, sur mon parcours et sur mon expérience au sein de l'IMT. Merci beaucoup, Timothée. Oui, oui, il y aura des questions, je n'en doute absolument pas. Fabrice, tu veux compléter? Non, je Pas pense que je présentation. compléterai au fur et à mesure de la présentation du programme. Parfait, merci. Alors, on va passer à la diapositive. Merci, Emmanuel. Donc, je vais rapidement présenter l'Institut Mines Télécom. Donc, vous voyez la diapositive à l'écran. Je ferai la même chose de notre école, l'Institut Mines Télécom Business School. Puis viendra le moment de la présentation du master spécialisé Data Protection Management. Alors, l'Institut Mines Télécom, comme vous le voyez sur la diapositive, c'est un grand établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Économie, des Finances, de la souveraineté industrielle et du numérique. C'est un grand établissement qui compte en son sein 7 des plus grandes écoles d'ingénieurs de France, dont Télécom Paris. Et pour vous, candidats, rejoindre cet ensemble via l'Institut Mines Télécom, c'est la garantie d'évoluer dans un groupe d'enseignement supérieur et de recherche qui ne se contente pas de regarder la transformation numérique, mais qui produit des connaissances scientifiques et technologiques, un groupe qui innove et qui forme aux grandes compétences d'aujourd'hui et de demain. Diapositive suivante. Merci Emmanuel. Diapositive suivante. Oui, merci, c'est bon. Non, non, pardon, parfait. Alors, je présente Institut Mines Télécom Business School. Donc, je l'ai dit, c'est la seule grande école de management au sein de l'Institut Mines Télécom. Alors, c'est une école à taille humaine, hein. Nous avons des promotions, par exemple, en première année du programme grande école de 120 étudiants. Et ce qu'il faut signaler aussi, c'est le niveau d'encadrement pédagogique qui, à IMTBS, est excellent. Alors, je ne vais pas commenter tous les chiffres que vous avez affichés sur la diapositive. Ce qu'il faut retenir d'IMTBS, c'est, j'en suis persuadé depuis 30 ans, son ADN unique, qui est résumé au point de la diapositive, l'hybridation, mot que vous m'entendrez prononcer plusieurs fois ce soir. Nous sommes, IMTBS, historiquement, l'école qui fait le pont entre les sciences de l'ingénieur et du management. C'est exactement cette philosophie que nous appliquons au sein du MSDPM pour faire la connexion entre la technologie et le droit. Alors, observez les classements pour terminer sur cette diapositive. Si la reconnaissance internationale de l'école est le fait, par exemple, du prestigieux Financial Times, j'attire votre attention sur la place qu'occupe l'école de numéro 1 en responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Alors, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, la gouvernance des données et l'éthique de l'IA sont devenus le cœur battant de la RSE. Alors, diapositive suivante, j'en arrive à la présentation du MSDPM.
euh, qui vous vaut, je l'imagine, d'être présent à ce webinaire ce soir. En tout cas, votre présence à ce webinaire témoigne sans doute d'une prise de conscience claire, celle de la complexité croissante et des mutations profondes de la conformité aux droits du numérique. C'est précisément pour vous donner des clés de lecture et d'action face à cette complexité que le MSDPM a été structuré autour de deux objectifs fondamentaux que vous voyez à l'écran. Alors, avant de les détailler, il y a un mot central qui figure dans cette diapositive, la gouvernance. Alors, je vais être clair sur le sens que nous lui donnons au sein du MSDPM. Pour nous, la gouvernance, c'est l'art de concevoir un cadre où l'innovation et la création de valeur sont possibles, tout en garantissant une sécurité juridique et une éthique absolue. Bref, gouverner, ce n'est pas interdire, c'est bâtir une architecture de confiance qui va éviter à une entreprise cette insidieuse létalité juridique dont je parlais, évidemment de façon provocatrice, en introduction. Alors, ceci étant posé, le premier objectif, vous le voyez, du programme, c'est de préparer nos participants à l'institutionnalisation et à l'évolution de la fonction de DPO. Alors, bien entendu, et Fabrice ne me démentira absolument pas sur ce point, le règlement de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle, le RIA, ne crée pas de nouvelles missions pour les DPO. Les DPO ne sont donc pas légalement chargés d'en vérifier la conformité. Il n'en demeure pas moins que la réalité économique me semble légèrement différente. Et notre conviction, en tout cas la mienne, est que le marché ne se contente plus d'un DPO tel que le RGPD l'a pensé et normé en 2016. Il cherche ce qu'on appelle, et que j'appelle, et Marie-Josée aussi, un DPO augmenté. Cela implique un véritable dépassement réglementaire. Au début de l'entrée en vigueur du RGPD, on recrutait pour satisfaire, on continue bien sûr toujours à le faire, recruter pour satisfaire l'obligation stricte de l'article 37 du RGPD. Aujourd'hui, cette vision n'est plus en adéquation avec les attentes de recruteurs exigeants. On attend, nous semble-t-il, d'un candidat à un poste de DPO, un pilotage stratégique par une approche par les risques. Le rôle stratégique du DPO est de protéger l'ensemble de l'entreprise contre d'éventuelles sanctions, tout en permettant l'innovation. Ensuite, il y a la réalité des chiffres, vous les voyez sur la diapositive. La CNIL a recensé plus de 36 000 DPO désignés en France l'année dernière, en 2025. Le besoin en recrutement de DPO hautement qualifiés reste dynamique. Ça m'amène au deuxième objectif que vous voyez sur la diapositive, accompagner nos participants face à ce qu'il faut bien appeler un tsunami normatif européen en matière de numérique. On a une inflation de textes, vous les connaissez probablement, en tout cas les acronymes, le RGPD, bien sûr, le Digital Services Act, le Data Act, le DG Act et bien d'autres textes, qui font que les métiers se transforment, voire pour certains, malheureusement, risquent de disparaître. Regardez les 3 points à l'écran. D'abord, l'élargissement à la fonction de gouvernance des données. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se limite plus aujourd'hui aux seules données personnelles. Avec le Data Act et le Data Governance Act, le marché souhaite aussi des experts dotés d'une vision globale du droit des données. Et puis cette année 2026 est celle de la continuation de l'intégration de l'IA. L'entrée en application du RIA rend indispensable une nouvelle fonction, celle d'AI Compliance Officer, si vous préférez, chargé de conformité au RIA. C'est ce professionnel qui sera notamment chargé d'évaluer la conformité, la robustesse et l'éthique des systèmes d'IA, notamment ceux qui sont à haut risque. Alors pour maîtriser ce triptyque, RGPD, gouvernance globale et IA, eh bien, il faut des professionnels nouvelle génération. Et c'est précisément ce type de professionnels que nous essayons de former au sein du MSDPM. Diapositive suivante. Merci Emmanuel. Alors là, vous avez sur cette diapositive, un peu chargée, donc j'en suis désolé, une présentation des objectifs du MSDPM qui va m'amener sur la question du comment. Comment forme-t-on concrètement ces experts hybrides recherchés par le marché? Sur la diapositive, vous avez notre philosophie qui repose sur l'alliance de 2 piliers, l'excellence académique, en tout cas une recherche d'excellence académique, et ce que j'appelle la praxis. Alors, le terme praxis est peu courant, j'en conviens, mais il est très pertinent. C'est un terme, praxis, qui est un concept philosophique qui vient du grec ancien et qui permet de dépasser la simple définition du mot action. Si je devais résumer en une seule phrase
Praxis, je dirais que c'est l'action transformatrice guidée par une réflexion théorique. Sur le plan académique, le MSDPM n'est pas une simple formation exécutive ou un master de l'université. C'est un master spécialisé de niveau Bac+6 qui est labellisé par la prestigieuse Conférence des grandes écoles. Alors regardez les logos qui sont en haut de l'écran. Vous allez pouvoir constater que notre diplôme, le MSDPM, bénéficie de la puissance de confiance d'institutions accréditées, l'AMBA, la CSB, la Conférence des grandes écoles. Et cette excellence se traduit dans notre écosystème pédagogique. Nous avons réuni pour le MSDPM un corps enseignant de haut niveau, des enseignants-chercheurs d'IMTDS pour le droit et le management, ceux de Télécom Sud Paris, qui est notre école sœur pour l'informatique et la cybersécurité, et les meilleurs praticiens du marché, des avocats, des délégués à la protection des données, des cadres de la CNIL. Cette symbiose garantit d'être formé non seulement au droit positif d'aujourd'hui, mais elle garantit aussi d'être capable de penser la régulation de demain. L'aboutissement de cette démarche pédagogique, vous allez le constater, en tout cas si vous nous rejoignez, pourra se concrétiser par une thèse professionnelle. Je pense peut-être que Marie-Josée ou Timothée rebondiront par rapport à ce point. C'est un véritable travail de recherche à finalité opérationnelle. Alors ça m'amène au second pilier, la praxis, donc par l'alternance. Alors cette alternance, nous avons fait le choix d'un rythme de 3 semaines en entreprise pour une semaine de cours intensifs à Paris. Donc intensif, là aussi, je pense que Marie-Josée nous en parlera aussi. J'ai anticipé Marie-Josée. Alors pourquoi 3 semaines? Parce que c'est un rythme d'alternance qui est plébiscité par les entreprises. Ensuite, et surtout parce qu'au niveau Bac+6, nos alternants vont en entreprise pour travailler sur des missions de haut niveau, comme participer au pilotage de projets de mise en conformité complexes, au RGPD et au RIA. Alors c'est cette alchimie entre la rigueur de la recherche et de l'enseignement académique et l'immersion au cœur des processus opérationnels de l'entreprise qui fait que le MSDPM est reconnu, et c'est vrai encore cette année, comme la première formation post-master en France en protection des données. Diapositive suivante. Merci Emmanuel. Alors nous arrivons à une question centrale que beaucoup peut-être se posent ce soir. Avez-vous le bon profil pour intégrer le MSDPM? Alors si vous observez la diapositive, vous allez constater que nous recrutons sur 2 grands viviers, avec un dénominateur commun, l'exigence. Alors d'un côté, nous accueillons des étudiants, mais comme le MSDPM est un niveau Bac+6, nous devons les recruter pour respecter le cahier des charges de la Conférence des grandes écoles, avec un grade de master, donc un Bac+1. Alors, un point important mérite d'être signalé, c'est le fait que ce master spécialisé s'adresse aux étudiants qui ont compris que leur diplôme initial, il est important, mais probablement qu'il ne suffit pas. Ces étudiants donc, qui vont peut-être candidater à notre programme ont compris qu'ils ont besoin d'avoir une surspécialisation, une sorte de surcouche pour accéder à une nouvelle expertise et accéder directement à des postes de cadre à haute valeur ajoutée. Et de l'autre côté, notre programme, et c'est ce qui fait partie de la richesse de nos propositions, est ouvert à des professionnels, alors des juristes, des ingénieurs par exemple. Et la véritable réussite du master spécialisé, c'est ce qui se passe dans la salle de cours. Et là aussi, ça serait intéressant d'entendre Timothée ou Marie-Josée. La réussite dans la salle de cours, c'est une sorte d'alchimie qui va naître de ce mélange entre des étudiants qui sont fraîchement diplômés et des professionnels avec de l'expérience. Quand on fait asseoir un jeune juriste à la même table qu'un ingénieur, ou l'inverse, un ingénieur qui a 10 ans de métier, pour résoudre un cas pratique complexe, on brise des silos professionnels. Et ça, c'est très important déjà de l'avoir en salle de classe parce qu'on aura cette préfiguration en entreprise. On recrée au sein même d'une promotion l'hybridation exacte que recherchent les DRH aujourd'hui. Diapositive suivante. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, le titre de cette diapositive porte en lui toute l'ambition du programme, hein, l'ingénierie de la conformité et de la gouvernance. J'insiste sur le terme ingénierie. Pourquoi? Parce qu'à l'issue du master spécialisé, nous ne voulons pas que vous soyez
de redoutables techniciens, certes, de la norme juridique. Nous voulons que vous en soyez les architectes. Et vous avez sous les yeux les 5 principales compétences professionnelles clés que vous allez, en tout cas nous l'espérons, acquérir au cours de l'année de MSDPM. De la conception normative au leadership transversal, c'est exactement ce socle d'expertise globale qui vous permettra de piloter la stratégie juridique data IA de n'importe quelle organisation. Diapositive suivante. Voilà, alors là, on va attaquer la présentation du programme et Fabrice, comme je te l'ai proposé tout à l'heure, je te donne volontiers la parole si tu veux commenter cette diapositive. Merci Xavier. Donc, comme tu l'as dit Xavier, l'objectif du programme, c'est de mélanger, de ne pas être uniquement axé sur le droit, le RGPD, le RIA, les textes légaux, mais c'est bien de donner un aperçu de toutes les compétences dont le futur DPO ou le futur expert aura besoin dans sa pratique. Et donc, c'est pour ça que dans ce semestre 1, nous allons tout de suite aborder de front plusieurs matières. Donc, évidemment, il y a du droit. Mais par contre, je rassure ceux qui ne seraient pas juristes, c'est évidemment prévu, comme tu l'as dit, que nous ayons des gens qui sont d'origine très diverses, des gens qui n'ont jamais fait de droit, et bien, nous allons donc leur donner les rudiments et les bases nécessaires pour pouvoir se lancer là-dedans. Donc, droit des données, droit de l'IA, technique contractuelle. Mais pour nos juristes, il ne faut pas croire non plus que c'est du tout cuit, puisque eux aussi, ils vont avoir de la cybersécurité, de l'informatique, de la gestion de projet, de l'économie. Donc, nous visons vraiment à développer toutes les compétences de manière parallèle. Et comme tu l'as dit, en faisant intervenir à la fois un personnel enseignant universitaire, mais également des praticiens qui font ça toute la journée et donc qui vont venir partager avec vous vraiment leur expérience concrète. Quels sont vraiment les points durs qu'ils ont rencontrés, quelles sont les solutions qu'ils ont dû inventer, parce que le droit ne vous dit pas tout, il ne vous donne pas toutes les clés. Donc c'est dans la pratique que l'on invente ses propres solutions. Et également, il va pouvoir s'instaurer un dialogue, puisque les étudiants ont un stage professionnel, ils sont en situation, ils vont aussi avoir des situations concrètes, et ça permet du coup d'instaurer un véritable dialogue. On a des situations concrètes, on cherche des solutions, et c'est aussi ce qui est passionnant dans ce métier, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont encore à inventer. C'est-à-dire qu'on doit trouver des solutions qui vont s'inscrire dans toutes ces contraintes juridiques, ces contraintes techniques, ces contraintes de cybersécurité, mais aussi ces contraintes économiques, parce que évidemment, on n'a pas un budget infini pour faire tout ça. Et finalement, je dirais ce qui compte à la fin, c'est la notion d'efficacité. Pour moi, donc tout ce qui est listé ici, ce sont des outils, ce sont des contraintes, mais vraiment la mission du DPO ou de l'expert, ça va être de toutes ces contraintes, d'arriver à naviguer, à trouver le meilleur chemin et être le plus efficace possible, et surtout à permettre à son organisation d'être la plus efficace possible en tenant compte de toutes ces contraintes. Merci Fabrice. Alors évidemment, si vous avez des questions sur un module spécifique, eh bien, nous essaierons d'y répondre au cours de la session de questions et de réponses. Diapositive suivante, elle est déjà affichée. Merci beaucoup Emmanuel. Donc, alors je continue avec la seconde partie de cette architecture pédagogique. Qui constitue le cœur de notre semestre 2. Fabrice vous a présenté le semestre 1, et le semestre 2 est intitulé « Les savoirs managériaux des métiers de la protection des données ». Ce second semestre, il a pour finalité de transformer de futurs professionnels de la protection des données en managers de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas concevoir la meilleure conformité du monde si on ne sait pas embarquer son comité de direction, son CODIR, si on ne sait pas embarquer ses développeurs ou convaincre le régulateur, la CNIL, lors d'un contrôle. Si on ne sait pas faire tout ça, son expertise, même si elle est pointue, n'est pas efficiente. Là encore, vous avez le détail des cours à l'écran. Mais retenez l'essentiel. Nous voulons faire participer nos inscrits de façon à ce qu'ils soient des véritables chefs d'orchestre dans leur entreprise. Vous apprendrez ainsi, et ça figure dans les modules affichés à l'écran, vous apprendrez à piloter la conduite du changement,
Vous apprendrez le management relationnel pour dialoguer sereinement avec une direction des systèmes d'information, avec une direction générale et pourquoi pas avec la Commission nationale informatique et liberté. Vous apprendrez aussi à nuancer votre approche selon les secteurs. On ne régule pas la donnée personnelle de la même manière en finance, et là Timothée pourra nous en parler, en santé ou dans le secteur public. Enfin, parce que la conformité génère inévitablement des frictions, l'art de la négociation, de la médiation, le management de l'éthique font de nos inscrits, en tout cas c'est ce qu'on essaie d'inculquer, de véritables facilitateurs de l'innovation. L'ensemble des cours que vous avez affichés à ce semestre 2, ce sont finalement des cours qui vont permettre de nourrir vos soft skills. Et cela prendra encore plus son sens lors de l'immersion en entreprise. Alors, diapositive suivante. On va se pencher sur cette diapositive sur des éléments singuliers du programme du MSDPM qui figurent au semestre 2, notamment deux modules. Un module d'enseignement clinique, donc la clinique de la protection des données, et un module qui permet de s'ancrer à l'international. Alors, avec ces modules-là, nous amplifions la confrontation au réel. Avec la clinique de la protection des données et de l'IA, et aussi avec les projets tutorés, il s'agira de résoudre de vrais cas complexes soumis soit par des startups, soit par des délégués à la protection des données, par exemple pour piloter un projet de conformité complexe à l'IA. Alors, tout ce travail de terrain d'analyse viendra nourrir votre thèse professionnelle. Alors, regardez le poids académique que cette thèse représente. 30 crédits ECTS, il en faut 75 pour avoir le diplôme. Enfin, on ne peut pas prétendre réguler les données personnelles en restant centré sur l'Hexagone. L'ancrage international est indispensable. C'est pourquoi, lors de ce deuxième semestre, nos participants vont aller assister à une conférence, elle est obligatoire. Cette conférence, c'est la Computer Privacy and Data Protection qui a lieu depuis plus de 15 ans à Bruxelles. Alors, c'est une grande conférence mondiale de notre secteur avec plus de 1000, quelquefois 2000 participants. Alors, on va y côtoyer les régulateurs européens, on va écouter des professeurs des grandes universités mondiales, des universités américaines, du Japon ou d'autres pays, et on va pouvoir peut-être discuter avec des directeurs de la conformité des géants de la tech, les fameuses GAFAM. C'est ici que va se tisser justement un réseau professionnel qui sera très important dans une carrière. Et ce réseau, ben, on pourra se le constituer à Bruxelles, puisque cette conférence, elle a lieu à Bruxelles. Diapositive suivante. Alors, vous avez sur le titre de cette diapositive quelque chose qui est important, c'est le fait que le MSDPM, c'est avant tout un programme professionnalisant. Vous avez des intitulés de missions qui sont réellement exercées en alternance. Et là aussi, l'éclairage de Marie-Josée sera précieux, et comme celui de Timothée. Alors, je vais pas commenter tous les intitulés qui figurent sur la diapositive. Ce que je veux délivrer comme message ici, c'est un message pratique et rassurant. Nous savons, et je sais, que la recherche d'une alternance peut générer du stress. Il faut savoir que vous ne serez pas livré à vous-même. Dans l'école, nous disposons de ce qu'on appelle un career center, et dès lors que vous êtes inscrit dans notre programme, vous pourrez bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour vous aider, sans se substituer bien sûr à vous, mais vous aider à rechercher un poste, en tout cas un poste qui vous convient. Diapositive suivante, on arrive presque à la fin de la présentation. Alors, pour aller à l'essentiel de cette diapositive, sur les débouchés après le Master Data Protection Management, retenez 3 messages. Alors, le premier message, ces 3 messages découlent de la diapositive. Hein. Le premier message, c'est l'universalité. Donc, de Microsoft à Dassault, du conseil à la finance, la gouvernance de la donnée et d'IA n'épargne plus aucun secteur. Votre future expertise sera universelle. Deuxième message, le pilotage stratégique. Si vous observez des intitulés au centre, DPO, Privacy Manager, vous constaterez que le marché cherche plus que des exécutants. Il exige ce que j'ai dénommé tout à l'heure l'hybridation.
C'est cette hybridation qui est importante dans notre programme. Et troisième message, le retour sur investissement. Alors, il faut considérer les salaires qui sont affichés sur la diapositive comme un simple plancher. Parce qu'en cette année 2026, l'urgence absolue de mise en conformité au RIA, au règlement sur l'intelligence artificielle, couplée à la pénurie de talents, fait grimper la valeur du diplôme. Et plus que jamais, le MSDPM, c'est un indéniable accélérateur de carrière. Là aussi, peut-être le témoignage de Timothée sera éclairant. Diapositive 14. Voilà, donc vous voyez donc sur cette diapositive les prochaines étapes. Hein. Le MSDPM, c'est un programme qui dure 1 an, avec une immersion totale en entreprise. La rentrée, c'est septembre 2026. La fin du programme, c'est septembre 2027 avec la soutenance. Les candidatures sont déjà ouvertes. Il faut donc être proactif, sachant que la clôture des candidatures, elle est fixée de façon irrévocable au 15 juin prochain. Si vous avez des questions pratiques, eh bien, Ophélie Nomin, qui assiste au webinaire et que vous voyez sur la diapositive, y répondra avec plaisir. Diapositive suivante. Alors, il faut conclure cette présentation et j'aimerais que vous regardiez attentivement l'écran. L'ambiance de cette image vous fait peut-être penser à l'antre d'un hacker ou à une cyberattaque venue de l'extérieur. Détrompez-vous. Une autre véritable menace qui pèse aujourd'hui sur les entreprises, une menace plus sournoise, vient de l'intérieur. Elle vient, par exemple, d'un manager ou d'un DRH, comme sur cette diapositive, un DRH technophile, qui pour gagner du temps, ce n'est pas illégitime, ouvre un assistant d'IA, Claude, qui est très en vogue aujourd'hui, et lui demande de trier 120 CV qu'il a reçus. C'est magique. La productivité est décuplée. Mais regardez ces énormes alertes rouges sur la diapositive. C'est la réalité juridique qui frappe à la porte. Je m'adresse aux juristes et aux informaticiens qui m'écoutent actuellement. Si votre direction fait cela demain matin, votre entreprise peut être en situation d'insécurité juridique majeure. Pourquoi? D'abord, l'alerte RGPD. Sous le prisme de l'article 22, nous sommes potentiellement face à une décision individuelle automatisée illégale. Confier le tri de candidats à une machine, c'est légitime, mais sans supervision humaine, c'est une ligne rouge. Ensuite, la violation probable du règlement sur l'intelligence artificielle. L'alerte en bas de l'écran le rappelle bien. L'utilisation de l'IA dans le recrutement fait basculer ce traitement dans l'annexe 3 du règlement. C'est un système d'IA au risque. L'entreprise qui déploie cet outil d'IA sans réflexion et sans organisation préalable, bref, sur un coin de table, n'a de toute évidence pas respecté les obligations de conformité très strictes imposées par le RIA. Quel est le risque encouru? Eh bien, des amendes administratives massives prévues par le RIA pourront aller jusqu'à 15 millions d'euros ou 3% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Aujourd'hui, l'industrie risque de jouer avec le feu parce qu'elle manque cruellement de pilotes. Les entreprises cherchent donc des professionnels capables de leur dire on va utiliser l'IA pour recruter, c'est formidable, mais voici l'architecture légale et technique que l'on va mettre en place pour le faire en toute conformité. Ce pilote, c'est l'IA Compliance Officer, c'est peut-être aussi le DPO augmenté. Ce sont les nouveaux métiers de la décennie, c'est exactement ce que nous vous proposons de devenir au sein de notre formation. Alors voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Donc, c'était un petit peu long. Et maintenant, vous avez la parole pour les questions. Alors, comment on va fonctionner pour les questions? J'ai la diapositive suivante, merci Emmanuel, qui l'explique bien. Alors, soit vous levez virtuellement la main dans le fil de discussion et je lirai votre question, soit vous pouvez intervenir directement si vous le souhaitez. Voilà, donc on va essayer de prendre toutes les questions. Est-ce qu'il y en a? Là, je n'en vois pas. Attendez, je vais prendre le forum. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que on peut m'aider sur le fait est-ce qu'il y a des questions dans le forum? Je n'en vois pas. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, écoutez, alors,
en attendant l'arrivée d'éventuelles questions, j'ai prévu quelques questions pour Marie-Josée, pour Timothée et Fabrice, et bien évidemment aussi. Alors, ma première question est la suivante, et je laisserai Marie-Josée et Timothée y répondre. Et finalement, ça va découler de la présentation du MSDPM. Marie-Josée et Timothée, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le Master Data Protection Management? Bon, Timothée l'année dernière, Marie-Josée cette année, sachant que, évidemment, il y a une offre pléthorique sur le marché. On commence par qui? Timothée ou Marie-Josée? Écoutez, je veux bien Ah commencer. ben Moi, ça ne me allez-y, pose pas de Marie-Josée, souci. allez-y, avec plaisir. Alors, moi, c'est vrai que comme je l'expliquais, donc je suis donc à la base, c'est vrai que j'ai une formation juridique et c'est vrai que j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en droit des affaires en tant que juriste d'entreprise. Et c'est vrai que l'idée de me reconvertir ou en tout cas d'évoluer dans un domaine différent me trottait dans la tête donc depuis un certain temps. Euh, pour ma part, moi, j'ai intégré l'Institut des mines à un moment charnière. C'est vrai que après les 20 ans d'entreprise, j'ai vraiment eu cette sensation ou cette prise de conscience que les enjeux juridiques des entreprises se déplaçaient plutôt vers la donnée, les systèmes et l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il ne fallait plus uniquement interpréter la règle, mais qu'il fallait vraiment une compréhension des systèmes, des flux. Et donc, c'est un peu vraiment ce qui m'a poussé justement à choisir ce master par rapport justement à la diversité du programme et le fait donc qu'il n'y ait pas uniquement que des cours de droit, notamment des cours en système en système informatique, en cybersécurité ou même encore en gestion de projet. Donc, c'était vraiment avoir une vision non pas uniquement juridique, mais vraiment une vision technique. Et comme vous l'avez dit, bien entendu, l'objectif n'est pas de devenir technicien, mais c'est pouvoir quand même discuter avec des architectes, pouvoir justement parler et comprendre de façon justement à leur apporter une décision en appliquant la règle, mais tout en prenant en compte leurs difficultés. Merci beaucoup, Marie-Josée. Timothée. On a une question de Mélissa qui est peut-être en Oui, rapport à ce que je vois Marie-Josée la vient question, de mais dire. je vais peut-être laisser Timothée D'accord. finir cette séquence et après on prendra effectivement la question. Donc merci à Mélissa. Timothée, Ouais, très bien, on fait comme ça. Donc, moi, je cherchais une formation professionnalisante avec une forte employabilité et une reconnaissance dans le milieu de la protection des données. J'avais des amis qui avaient été eux aussi alumni en fait du programme dans des promotions précédentes et qui m'en avaient dit que du bien. Donc, c'est tout ça qui m'a amené à candidater. Mais enfin, j'avais le choix entre plusieurs masters spécialisés, mais mon choix, il s'est plutôt porté sur le MSDPM puisqu'il y avait une vraie spécialisation sectorielle qui, à mon sens, était un véritable atout au vu des fiches de poste qu'on voit de plus en plus apparaître sur les forums d'emploi, LinkedIn et autres. Puis voilà, des convictions personnelles qui m'ont aussi poussé à choisir plutôt le master DPM. merci beaucoup Timothée. Écoutez, donc Mélissa qui a patiemment attendu va pouvoir poser sa question. Alors Mélissa, on vous écoute. Bonjour, déjà merci pour la présentation, Monsieur Strubel. Alors, Merci à j'avais vous. une question à l'un comme à l'autre d'ailleurs, qui était qu'est-ce que concrètement fait un juriste en conformité? Quelles sont ses missions? C'est quoi une journée type en fait pour un chargé de conformité? Et aussi, est-ce que vos missions sont vraiment focalisées en conformité et RGPD ou est-ce qu'il vous arrive d'un petit peu bifurquer et potentiellement aborder d'autres domaines du droit que la conformité et le RGPD? Voilà, merci d'avance pour la réponse. Merci, c'est une très bonne question. Merci Mélissa. Alors, je propose d'entendre bien sûr Marie-Josée, Timothée, mais Fabrice aussi, ton éclairage sera intéressant. On va laisser Marie-Josée peut-être commencer. Alors, pour ma part, moi, c'est vrai que j'ai commencé mon alternance assez tardivement. J'ai commencé mon alternance au mois de décembre, mais dès la première semaine, j'ai été mise dans le bain, puisque dès la première semaine, ma tutrice m'a confié donc la mise en conformité donc de l'organisation, parce qu'actuellement, je travaille alors non pas dans une start-up, mais dans une scale-up.
Donc voilà. Donc pendant que le premier trimestre, donc j'ai dû donc analyser donc les traitements, prendre contact avec les différents responsables de pôle afin donc déjà de me présenter, donc ça c'est sûr, et puis surtout de comprendre un petit peu ce que chacun faisait, notamment en termes d'activité, pour connaître précisément les traitements. Donc, une des premières tâches que l'on m'a confiées les premiers jours, c'était donc de prendre connaissance de ce qu'on appelle le registre des activités de traitement. Je pense que c'est la première chose à faire, parce que ça permet vraiment d'avoir une visibilité d'ensemble de l'activité de toute l'entreprise. Ensuite, il faut bien entendu vérifier que ce qui est dans le registre correspond, et alors là, c'est là que ça se complique, que ça correspond vraiment aux pratiques de l'entreprise. Et rapidement, ben, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Et c'est là que vous voyez que ce qui est mis sur le papier mais n'est pas représentatif. Donc, il y a tout un travail par rapport à ça. Donc, moi, ça fait déjà quelques mois. Mes journées ne se ressemblent pas. Donc, il y a eu vraiment ce gros chantier de mise en conformité, le registre sur lequel je travaille encore. J'ai également eu l'occasion parallèlement de rédiger des procédures, des notes internes, puisqu'il y avait, il manquait quand même pas mal de choses. Donc, j'ai fait également un plan d'action, c'est-à-dire que j'avais vraiment carte blanche. Donc, ce qui est justement assez stimulant, et je pense que c'est la renommée aussi du master. Quand vous arrivez, vous êtes vraiment considéré, non pas forcément, alors, soi-disant comme une alternante, mais vraiment comme une professionnelle. Donc, moi, c'est vraiment, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on me cons- considère. Donc, vous avez carte blanche. J'ai fait pas mal de propositions, et donc là, actuellement, donc, je mets en place les propositions. Aujourd'hui, plus particulièrement, je suis assez contente parce que j'ai travaillé sur mon premier fournisseur, c'est-à-dire que ma structure, mon organisation, aujourd'hui, elle veut faire appel à un sous-traitant pour mettre en place, pour contrôler donc les mails entrants. Et c'est vrai qu'il a fallu, alors quand on y pense, c'est quelque chose de simple, mais il a fallu quand même que je fasse une analyse sous l'angle du RGPD. Et là, donc, j'ai dû faire donc une note et alerter par rapport à la mise en place d'un outil comme celui-ci. J'ai dû même faire des recommandations et au final, ben, je vais devoir trouver des alternatives. Ça peut être aussi un travail sur des documents contractuels, sur des DPA. Ça peut aller, donc, comme je vous ai dit, de la rédaction de process, de notes, un travail sur de la documentation. Voilà, donc c'est quand même varié. Je fais vraiment un petit peu de tout. Euh, voilà, donc je ne m'ennuie pas. Donc actuellement, un DPO ne s'ennuie pas. Et j'insiste vraiment sur le fait il ne suffit pas de connaître le texte. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas comment la société fonctionne, et notamment les flux, les systèmes, vous allez être perdu. Et grâce à ça, heureusement, les cours que l'on suit dès les premiers mois, ben, j'ai envie de vous dire que ça sauve, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé mes cours, je me suis dit, oh là 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 là, je ne suis pas du tout dans ma zone de confort, sécurité des systèmes informatiques, gestion de projet, à quoi ça va me servir? Et en fait, on se rend compte que rapidement, dans le cadre de votre activité, vous vous en servez. Et une réflexion que je me suis faite, vous parlez même en termes de gestion de projet. Donc, ça devient quelque chose, en fait, qui vous pénètre. Voilà. Donc, les cours, tous les cours, ils sont très, très riches et ils sont pertinents, et ce sont des cours que l'on ne vous donne pas pour le plaisir. Il y a vraiment une utilité. Merci Voilà pour ma beaucoup. part. J'espère que j'ai Merci beaucoup, répondu à votre Marie-Josée. question. Alors, on reviendra peut-être sur le côté intensif des cours, parce que je sais que Oui, ça, aussi ça après, oui, revient souvent. tout à fait. Non pas pour décourager, mais au contraire pour Pour encourager. le savoir, oui. Voilà. Timothée, est-ce que c'est varié ce que vous faites de la Ouais, conformité, mais pas que? ouais, je vais compléter la réponse de Marie-Josée, mais en effet, je pense que ça dépend beaucoup en vérité de la taille du secteur, du degré de maturité de l'entité dans laquelle vous allez évoluer. Bon, nous,
enfin moi spécifiquement, voilà, sur le périmètre où j'évolue, c'est très structuré. Donc nécessairement, les réglementations qu'on va manipuler sera plutôt liées à Acte et le RGPD et la loi informatique et liberté évidemment. Mais du coup, on est vraiment centré sur une thématique qui est la protection des données et le digital. Donc on va pas trop s'aventurer sur des sujets de transactions personnelles, d'éthique plus générale ou de compliance, comme des sujets d'externalisation ou autres, qui dans une banque sont des sujets qui sont fondamentaux. Mais c'est des sujets auxquels on va être confronté indirectement puisque c'est les équipes voisines en fait qui les traitent. Donc quelque part, on commence aussi à comprendre un petit peu comment ça se passe et on se forme un petit peu à ces process-là qui sont un petit peu externes et on va dire complémentaires voilà, à mon activité. Et après, sur le panel des activités pratiques, on va dire, bien sûr, rédaction de procédures internes, de politique de confidentialité, négociation contractuelle, formation, registre de traitement, gestion d'exercices de droit RGPD, accompagnement de projets divers et variés, et analyse d'impact des différents dispositifs et projets qui veulent être, enfin, qui ont vocation à être mis en place dans l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Timothée. Je ne sais pas si Fabrice, tu veux peut-être rapidement compléter, puisque toi, tu as une vision plutôt dépôt d'un grand ministère régalien de l'État, donc le ministère de l'Intérieur. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est de notoriété publique. Donc, Bien sûr. Oui, mes journées, ça ressemble un peu à ce qu'a dit Marie-Josée et Timothée. Hein. C'est à la fois, en tant que conseiller du coup des responsables de traitement, on est consulté sur différents projets, mais il faut également être proactif, à la fois pour sensibiliser les différents responsables sur leurs obligations, à la fois pour expliquer aux équipes en amont ce qu'ils peuvent faire ou pas, et ne pas attendre qu'ils se soient lancés dans un projet pour revenir ensuite essayer de rectifier les choses après coup. Parfois, il faut être un peu prospectif, c'est-à-dire que se poser les questions sur ce qui va arriver et comment l'anticiper. Donc, commencer déjà à prévoir des règles, des procédures, mais aussi des supports et des vulgarisations. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure, le DPO, c'est aussi un vulgarisateur et un pédagogue. Il doit expliquer en interne à la fois quelles sont les obligations, en quoi traduire ça en termes concrets. Et puis, c'est aussi un trouveur de solutions, c'est qu'il doit accompagner chacune des équipes pour trouver une solution, à la fois une solution technique et une solution juridique, pour arriver à accomplir la mission ou à atteindre le but que l'organisme s'est fixé. Parce que d'habitude, l'organisme, il fait des choses, c'est pas juste pour plaisir. Donc, si on doit traiter des données, c'est parce qu'il y a un besoin derrière. Le RGPD et le RIA vont nous mettre des contraintes. C'est à nous de trouver des solutions juridiques et des solutions techniques pour respecter ces contraintes, tout en permettant à l'organisme d'atteindre son but. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas, c'est comme l'a dit Marie-Josée. Donc moi, ça fait 8 ans que je suis le délégué à la protection des données du ministère de l'Intérieur, je ne m'ennuie toujours pas. Et d'ailleurs, si jamais vous vous ennuyez avec les dossiers courants, il vous restera toujours quelques violations de données, quelques crises, et puis aussi les demandes d'exercice des droits de la part des personnes concernées, éventuellement des salariés, puisque les salariés ont aussi des droits sur les données gérées par les RH, et dès qu'il y a un litige entre un salarié et son employeur, ça dégénère tout de suite en procédure RGPD. Et là-dessus, vous avez eu encore il y a quelques jours un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc voilà, on est vraiment sur des sujets qui sont brûlants, qui évoluent tous les jours, et ce qui nécessite aussi de faire beaucoup de veille pour se tenir au courant. Et à la fois de la veille, donc vous pouvez faire de la veille sur ce que dit l'ACTIL, vous pouvez ensuite faire de la veille sur ce que dit la CJUE, vous pouvez ensuite élargir à tout ce que disent toutes les CNIL ou tous les tribunaux administratifs dans toute l'Europe, puisqu'on est censé avoir des règles harmonisées au niveau européen, et c'est toujours très instructif d'aller chercher de l'information dans les autres pays et de voir comment les autres États de l'Union ont traité telle ou telle question que vous vous posez, parce que finalement, on a tous les mêmes questions dans toute l'Europe, mais toutes les réponses n'ont pas été apportées en France. Donc parfois, il faut aller chercher aussi à l'étranger. Alors quand vous devez lire une décision qui est en estonien ou en grec, c'est pas toujours facile. Mais évidemment, vous avez maintenant des traducteurs automatiques qui vont vous faire ça très bien.
Merci beaucoup, Fabrice. Alors, je crois que Mélissa a levé la main, donc elle a encore une question. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps. Je me tourne vers Emmanuel avant de laisser Mélissa poser sa question. Emmanuel, comme on a commencé à ces 5 minutes de retard, est-ce qu'on peut glisser et récupérer ces 5 minutes? Mais bien sûr, 5 ou 10 minutes, aucun Ouais, parfait, souci. parfait. Alors, Mélissa, merci de poser une deuxième question. Merci, pour vos réponses. Déjà, j'avais une dernière question qui était, comment ça se passe au niveau de la direction? Est-ce que le dépôt PO, il est vu, pardon, comme un ennemi ou est-ce qu'on est vraiment vu comme un allié? Est-ce que c'est compliqué de se faire entendre? Voilà, c'est la question que je me posais. Alors, encore une question très, très percutante et très pertinente surtout. Alors, DPO alliés ou ennemis, Marie-Josée, comment vous vivez ça, Alors, vous? Mélissa, je vous remercie pour votre question. Alors, effectivement, ben moi, c'est une question à laquelle je me suis posée également. Tout dépend de l'organisation, tout dépend de la structure. Est-ce que le DPO est bien vu ou pas? Je pense que c'est un grand sujet d'actualité, donc tout dépend de l'organisation. Bah, si le DPO dans son organisation il est bien vu, tant mieux. Après, bon, moi j'ai pas fait énormément, j'ai pas été DPO dans beaucoup de structures. Mais je pense que la question, en fait, c'est pas de savoir s'il est bien vu ou pas, c'est que dans tous les cas, le DPO doit s'imposer. Et c'est vrai que, bah, par exemple, moi, actuellement, dans le cadre de mon alternance, je me rends compte que les salariés, tout ce qui est RGPD, protection des données, y compris les responsables de pôle, alors, ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse pas ou ça les intéresse peu. Et la difficulté aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas les tâches juridiques ou autres, c'est vraiment cette partie de sensibiliser et de faire comprendre le bienfait effectivement d'être DPO et ce qu'on peut leur apporter en termes de risque. Donc voilà, je pense que le problème n'est pas de savoir si c'est bien ou pas, c'est qu'il y a vraiment un gros travail de sensibilisation, de s'adapter aux personnalités et en soi, je comprends maintenant pourquoi on a des cours au deuxième semestre sur la conduite du changement et également tout ce qui est management relationnel, parce que pour moi, le plus dur aujourd'hui, c'est vraiment cette partie. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Si, 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 bah, c'est votre réponse, hein, c'est ce que vous viviez au quotidien. Et Timothée, il y a Exactement. peut-être un regard différent ou complémentaire en tout cas. Ouais, je pense que ouais, bon, Marie-Josée Timothée? l'a très bien dit. Oui, vous m'entendez? Oui, 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 très bien. Ouais, Marie-Josée l'a très bien dit, ça dépend de la structure dans laquelle on évolue. Bon, moi, à mon échelle, une entreprise de taille plutôt importante, le rapport qu'on va avoir, en fait, il est très différent d'un métier à l'autre, en fonction de qui on va accompagner, de si on a déjà travaillé avec eux. C'est vrai qu'il y a toujours peut-être, enfin, il existait ou il existe encore peut-être un petit peu d'a priori vis-à-vis de notre position et de notre travail. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a démystifié un peu notre rôle et qu'on démontre en fait dans la pratique qu'on a un rôle d'accompagnant et qu'on est un levier, hein, qu'on est une aide et pas un obstacle, en réalité, les projets suivants vont beaucoup mieux et c'est beaucoup plus fluide. Et en fait, on parvient à même encadrer encore mieux que ce qu'on avait fait les premières fois. Donc, je pense que ouais, tout repose vraiment sur la première sensibilisation qu'on arrive à faire auprès de nos interlocuteurs. Et après, au niveau de la direction, bon, c'est toujours évidemment, il y a des arbitrages après qui doivent être pris, mais je pense que la sensibilisation à un certain niveau, quand on arrive à un certain niveau de leadership en entreprise, on est forcément un minimum sensibilisé aux enjeux de protection des données. Voilà. Alors, Merci. Timothée, si, vous avez prononcé un mot qui est important, et d'ailleurs c'est un sujet qu'on aborde dans le master, puisqu'on forme aussi à ça, la sensibilisation. Parce que donc la question de Mélissa, effectivement, est pertinente dans la mesure où le DPO peut être vu comme un empêcheur de faire des traitements en rond. C'est important de sensibiliser ses collaborateurs, hein. Voilà. Fabrice, tu dois faire ça tous les jours, toi, au ministère de l'Intérieur, j'imagine. Justement, je pense que la question est centrale sur le positionnement du DPO. Le DPO n'est pas un empêcheur de réaliser des traitements. Le DPO n'est pas l'espion de la CNIL au sein de l'organisme.
Comme je dis, moi je passe la moitié de ma journée à taper sur les services qui font des bêtises, mais je passe l'autre moitié de la journée à taper sur la CNIL, qui exagère aussi parfois dans certaines demandes, et à défendre les services, à défendre mes services contre la CNIL. En gros, il faut bien rappeler que le DPO est un conseiller du décideur, il n'est pas le décideur. Donc le DPO n'a pas à avoir d'avis favorable ou défavorable sur un traitement, il est là pour conseiller le décideur, pour lui dire tel que c'est votre projet, ça pose éventuellement tel ou tel problème de conformité. Et une fois que je vous l'ai dit, c'est vous le décideur qui décidez. Donc le DPO n'empêche rien du tout. C'est au décideur de décider et de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'ensuite, le décideur, s'il fait une bêtise, il l'assumera. Et le DPO n'a pas à l'en empêcher. Le DPO n'a pas de pouvoir de bloquer quoi que ce soit. Je compare souvent le DPO à votre médecin traitant. Vous avez choisi votre médecin traitant, a priori parce qu'il est compétent. Et vous attendez de lui qu'il soit compétent. Et quand vous allez le voir parce que vous avez un problème, vous attendez deux choses de lui. Vous attendez qu'il diagnostique correctement votre problème et qu'il vous fasse la bonne ordonnance. Le DPO, c'est exactement pareil. Il est embauché parce qu'il est compétent, parce qu'il a évidemment un bon relationnel, parce que je suppose que si votre médecin traitant il est complètement désagréable, vous n'allez pas rester longtemps avec lui. Sauf si vous n'avez pas le choix. Donc voilà, donc vous avez un bon relationnel avec votre DPO, il est compétent, et quand il y a un problème, il arrive à l'analyser correctement et à vous proposer des solutions. La comparaison avec le médecin traitant ne s'arrête pas là. C'est que votre médecin traitant, il vous fait une ordonnance, mais vous n'êtes pas convaincu. Vous ressortez de son cabinet, vous avez tout à fait le droit de mettre l'ordonnance à la poubelle et de ne pas suivre le traitement. Ce n'est pas son problème, ce n'est pas sa responsabilité. Lui, sa responsabilité, c'est de vous faire l'ordonnance. Ensuite, si vous la suivez ou pas, c'est vous, vous le patient, qui décidez. Exactement pareil pour les données personnelles. Une fois que le DPO a donné son avis, le responsable fait ce qu'il veut. Ensuite, il assume ses décisions, mais il peut faire toujours ce qu'il veut. Donc le DPO n'empêche rien du tout. Merci, docteur Matatia. Merci beaucoup, et merci Marie-Josée, merci Timothée et Mélissa. Alors peut-être une question un peu plus légère, entre guillemets, pour terminer ce webinaire. Là, je vais me tourner toujours vers Marie-Josée, vers Timothée. Marie-Josée ou Timothée, est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir marquant de votre année de MSDPM? Alors, Marie-Josée, c'est pas terminé, bien entendu, mais voilà, vous avez peut-être déjà un souvenir marquant à partager avec celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un Alors, c'est vrai que souvenir, moi, une anecdote? oui, je suis en plein dedans, donc bah, j'ai beaucoup de choses qui peuvent me venir en tête. Des questions, ça peut être une question qui m'a fait sourire en cours, où l'une des personnes de la promo demandait si on pouvait collecter au cas où au professeur. Bon, c'était assez drôle. Ensuite, ça peut être par exemple le mois dernier, on a eu donc un cours, et c'est vrai qu'on a eu énormément de jeux de rôle, et donc ça nous a permis également de connaître la personnalité. On a eu un cours sur à savoir si les personnes étaient introverties ou extraverties. Tout ça, c'est bien entendu à recadrer, à remettre dans le monde Ah, professionnel. Beaucoup de problème. communication. C'est vrai que oui, vous m'entendez? Oui, on a eu une petite coupure de... D'accord. Non, non, donc pas mal de souvenirs, mais ce sont vraiment des souvenirs positifs. C'est vrai qu'au départ, on est tous arrivés, on ne se connaissait pas, de milieux différents. Certains avaient des formations en droit, d'autres en cyber, d'autres en gestion de projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre des cas pratiques que l'on peut faire en cours, ça rapproche, et voilà, donc c'est vraiment de très beaux souvenirs. Et donc, j'ai hâte qu'on fasse donc la conférence de Bruxelles et qu'on se retrouve tous ensemble. Et je pense que ça sera vraiment Mhm. exceptionnel, quoi. Merci beaucoup. Oui, donc pour vous, c'est un peu plus, je disais, compliqué, puisque l'année, et on est un peu plus de la moitié de l'année, mais Bah, ça Timothée, passe lui, vite. Ça passe ça trop, passe ça vite, passe trop vite. je suis d'accord Voilà. avec vous, mais Timothée, lui, il a fait toute l'année. Alors, Timothée, est-ce que vous avez, je pose la même question, une anecdote, un souvenir marquant de votre année de master spécialisé?
Oui, C'était, un souvenir marquant, ce serait la CPDP, donc à Bruxelles. Je pense que c'est une super expérience et une grande chance de pouvoir y participer et avec toute la promo. Enfin, c'est une opportunité à saisir pour l'apprentissage et pour le réseautage. Enfin, je vous invite à participer au maximum de conférences qui seront dispensées sur site pendant les 2-3 jours où on a la chance d'y être. Enfin, on peut y rencontrer de super académiques. Enfin, je me souviens d'un professeur de droit de la concurrence d'Oxford qui intervenait spécifiquement sur le panel principal. Et moi, ça m'intéressait particulièrement puisque c'était le sujet de ma thèse professionnelle. Donc voilà, enfin, c'est une mine d'informations inestimable. Mhm. Oui, je confirme effectivement. Bon, Marie-Josée, on vous réinvitera pour que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez. Alors, peut-être juste une dernière question, parce que ça peut intéresser effectivement celles et ceux qui nous écoutent. La thèse professionnelle, comment vous avez vécu cet exercice qui est un gros morceau, un morceau de bravoure quelque part dans le programme, hein, Marie-Josée. Donc, c'est pas une pré-soutenance hein, que je vous demande de faire, hein. Oui, oui, oui. Alors moi, pour moi, c'est la première fois. Donc je n'ai jamais fait de mémoire. Je n'avais donc voilà. Donc cette année, c'est une première. Le choix du sujet. Alors est-ce que le choix du sujet a été compliqué ou pas? Sachant que des sujets nous sont proposés pour ceux qui ne savent pas. Moi, j'ai eu donc la chance de trouver mon sujet assez rapidement. Je l'ai trouvé dès le mois de septembre. Bien entendu, comme je suis une folle de l'IA, donc ça touche aussi à l'IA, les systèmes, les API. Donc le choix du sujet est extrêmement important parce que le fait de travailler quand même pas mal de mois sur un mémoire, donc on va vraiment devenir expert et donc ça peut ensuite nous aider donc dans le cadre de notre carrière. Donc moi, je conseille de commencer tôt, donc de trouver son sujet assez rapidement et de travailler donc sur son mémoire au fil de l'eau, parce que je trouve que c'est beaucoup plus... si on travaille au fil de l'eau, c'est beaucoup plus facile. Donc on a vraiment le temps de se challenger, de réfléchir, de lire un petit peu, et notamment de consolider le sujet, parce que le sujet évolue. Donc, moi, je prends plaisir à écrire mon mémoire actuellement, mais voilà, si j'ai un conseil, c'est vraiment commencer tôt et s'en occuper tout au long de l'année pour que justement ce ne soit pas quelque chose de subi et quelque chose de désagréable. Et donc, voilà, moi, je prends du plaisir parce qu'il y a une réflexion, il y a un challenge. Et puis, ça permet aussi d'approfondir ce qu'on n'a pas forcément le temps de voir en cours et de découvrir, comme le disait Fabrice, qu'il y a énormément de sujets en matière de protection des données et notamment d'intelligence artificielle où aujourd'hui on n'a pas les réponses. Et donc on s'en aperçoit assez facilement dans le cadre de ces réflexions. Merci Marie-Josée. Effectivement, vous avez bien campé le décor, hein. Donc Timothée, juste on va écouter votre témoignage et après il sera le temps Ouais. de conclure. Ouais, complètement en phase avec ce que Marie-Josée a partagé. C'était ce que j'avais prévu de vous dire aussi. En effet, choisir un sujet le plus tôt possible, c'est vraiment à votre avantage et d'y travailler au fil de l'eau, en effet. Je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça a marché, mais commencer rapidement aussi à écrire, lire beaucoup de documentation, en faire des résumés au fil de l'eau et commencer la rédaction ouais, vraiment le plus tôt possible pour en effet pas éviter d'avoir ce coup de pression qui arrive, je pense, autour d'avril-mai, là où c'est la période d'examen pour le reste des matières qu'on étudie dans l'année. Donc je pense que voilà, commencer en septembre, c'est le mieux et se donner des objectifs à un rétro-planning, en effet, de voilà, les différents jalons qu'on va vouloir se forcer à respecter en fait au cours de l'année. Et voilà, oui, c'est un travail qui en effet nous permet d'approfondir voilà, certains éléments qu'on n'a pas forcément le temps de voir en cours, mais qui ont un lien évidemment essentiel avec notre profession voilà, tous les jours. Alors, excusez-moi, j'avais un petit problème technique.
Hop, est-ce qu'avec ma caméra, hop, c'est bon, voilà, pardonnez-moi. Merci beaucoup Timothée, merci Marie-Josée. Donc la thèse professionnelle, si vous avez des questions sur cet exercice important, on pourra y répondre après le webinaire, bien entendu, puisqu'on est arrivé, je l'ai dit, au terme de ce webinaire, et nous espérons que nous avons, Marie-Josée, Timothée, Fabrice et moi, répondu à vos questions. Alors, s'il vous reste des interrogations, c'est légitime. N'hésitez pas à vous rapprocher, par exemple, d'Ophélie. Vous avez vu tout à l'heure ses coordonnées sur la diapositive. Et il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Et peut-être nous retrouverons-nous au sein de la future promotion du MSDPM. Bonne soirée. Merci Au revoir. beaucoup.